Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre rendez-vous études littéraires et linguistiques. Dans une culture très orale, les histoires jouent un rôle majeur. On se rassemble pour les partager. C'est à la fois un divertissement et un ciment. Pour son premier numéro, études littéraires et linguistiques parle de la littérature orale. Et nous avons le plaisir de recevoir Modou Fatah Thiam. Professeur, bonsoir. Bonsoir Babacar. C'est également un grand plaisir pour moi de m'entretenir avec vous aujourd'hui dans le cadre de la littérature orale pour votre émission. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Modou Fatah Thiam est enseignant-chercheur à l'UGB au département de français. Il est professeur de littérature orale et est l'auteur du roman Lam Lam Djeri. La littérature orale est une discipline passionnante, composée d'un vaste corpus de récits. Professeur, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est que la littérature orale et en quoi elle diffère des autres littératures? La littérature orale, si je me propose de la définir, je pourrais dire que c'est le propre des peuples sans écriture. Cela me permet de définir la littérature orale comme un vaste domaine qui se gorge de tous les outils de communication, de transmission, de conservation de notre patrimoine culturel. Vous savez bien que la communication est un besoin de premier ordre dans tous les peuples ou chez tous les peuples. Et les peuples qui n'ont pas d'écriture, on leur a toujours posé la question, sans écriture, comment se fait la communication? Eh bien, la réponse, c'est que la communication se fait oralement, autrement dit, une transmission de nos valeurs de bouche à oreille. Merci beaucoup, professeur. Tout à l'heure, vous disiez que la littérature orale, c'est le propre des peuples sans écriture. Alors, pourquoi la littérature orale est si centrale dans les sociétés africaines? Quel rôle joue-t-elle dans la transmission des savoirs, des valeurs ou de l'histoire? Quel rôle a la littérature orale dans la vie des sociétés, ou bien quel est l'intérêt de la littérature orale dans la vie des sociétés? Si je me permets de faire une reformulation, je dirais que l'intérêt de la littérature orale, c'est d'abord la transversalité. L'intérêt de la littérature orale, c'est le triomphe sur le temps et sur l'espace. La littérature orale nous permet d'être dans le présent, de convoquer le passé pour appréhender le futur, mais gérer en même temps le passé dans lequel, gérer en même temps le présent dans lequel le passé a été convoqué. Cela fait partie de l'intérêt de la littérature orale. Rappelons-nous que dans cet ouvrage phare, Sundiata ou l'épopée mandingue, le griot parlant de l'intérêt de la littérature orale disait que le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Et si nous convoquons la sagesse populaire Wolof, il y a un proverbe Wolof qui nous dit il y a un autre proverbe Wolof qui nous dit tout ça, ce sont des valeurs cardinales dégagées à partir de la littérature orale et qui nous permettent d'avoir une gestion dans le présent. Merci beaucoup, professeur. Qui dit littérature dit genre littéraire. Quels sont les genres littéraires qui sont associés à la littérature orale? J'ai dit en guise de définition que la littérature orale est un vaste domaine. Puisqu'il s'agit d'un vaste domaine, il faut qu'il y ait une pluralité de genres ou d'éléments. Ainsi, les chercheurs qui ont tenté une classification des genres distinguent les genres mineurs et les genres majeurs. Genre mineur, genre majeur, ce n'est pas un problème d'intérêt ou de non-intérêt, mais c'est un problème de taille. Les genres mineurs, on les appelle encore les formes courtes. Les genres majeurs, on les appelle encore les formes longues. Parmi les genres mineurs ou formes courtes, on peut retenir la devinette, on peut retenir le proverbe, on peut retenir les chansons avec plusieurs catégorisations possibles, les chants de mariage, les chants de lutte, les chants de Baunan, les chants de circoncision, les chants des travaux, et parmi les travaux, les chants qu'on appelle chants de bravoure, il y a les travaux champêtres, il y a le travail du bûcheron, il y a le forgeron dans sa forge, il y a le berger au pâturage, il y en a. Donc, il y a vraiment une pluralité si on s'intéresse aux formes courtes. Quand on prend maintenant les formes longues, là aussi, on peut retenir des genres comme le conte, qui n'est pas professionnel, donc qui n'existe pas le professionnalisme. On peut avoir le mythe, on peut avoir l'épopée, mais on peut avoir la géographie qui tend un peu vers la sacralité parce que tendant vers la spiritualité. Donc, on peut retenir qu'en littérature orale, il y a une catégorie générique très diversifiée.
Mais pouvez-vous revenir sur les différentes phases de recherche ou bien de publication des textes en littérature orale? La publication d'un texte en littérature orale exige un certain nombre d'étapes. La première étape, c'est l'étape de la collecte. Il faudrait se déplacer vers les peuples détenteurs de ce patrimoine, vers des personnes spécialisées qu'on appelle les mémoires ou les dépositaires transmetteurs, ou encore les mémoires institutionnalisées, leur tendre un micro et cueillir un texte, que ce soit de forme longue ou bien que ce soit de forme courte. Après avoir cueilli ce texte, on procède à la transcription en une langue locale. En ce qui me concerne, moi étant de l'ethnie Wolof, je ne peux que faire une transcription en Wolof. La transcription en Wolof nous permet d'avoir la traduction en français et le corpus devrait toujours être présenté sous la forme de bicéphalie, autrement dit bilingue. Après cette phase de transcription, de traduction, on pourra procéder à une dernière phase qui est l'analyse. Le chercheur qui fait la collecte, qui fait la transcription, qui fait la traduction, peut enchaîner avec une analyse, mais il peut également se limiter à la production d'un corpus et laisser les autres procéder à l'analyse. Donc, si je récapitule, il y a la phase collecte, il y a la phase transcription, il y a la phase traduction et éventuellement une dernière phase qui est la phase analyse. La littérature a toujours joué une fonction, depuis l'époque médiévale jusqu'au 19e siècle, voire même le 20e siècle. Qu'en est-il de la littérature orale? Les fonctions de la littérature orale constituent une rubrique très chargée, je dirais même surchargée. Et pour parler des fonctions de la littérature orale, je dirais que ce sont les fonctions que nous avons dans toutes les formes de littérature. La littérature orale peut avoir une fonction critique. Elle peut avoir une fonction ludique ou divertissante. Elle peut avoir une fonction pédagogique. Elle peut avoir une fonction, si vous voulez, moralisante, mais également une fonction engagée surtout. Il ne faudrait pas penser que la poésie peut avoir une fonction engagée alors que la littérature n'a pas une fonction engagée, parce que la littérature également orale se développe de la poésie. Donc, toutes les fonctions possibles avec toutes les littératures sont possibles en littérature orale. Et si nous prenons le cas du conte, on peut choisir 3 auteurs qui se sont exprimés sur les fonctions du conte ou le rôle que joue le conte dans la société. Amadou Hampâté-Bâ considère que le conte est à la fois futile, utile et instructeur. Futile, c'est le divertissement. Utile, c'est polysémique. Instructeur, c'est le volet pédagogique. Si vous prenez le cas de Liliane Kestelot, elle dit que le conte mérite d'être écouté, réécouté, parce que les valeurs de conduite de la société passent par le conte. Et le conseil qu'elle donne, c'est que nous devons écouter les contes, nous devons les réécouter, nous devons les discuter en société. Pourquoi? Parce que de cette discussion, il y aura toujours une fonction utile avec la société. Quant à Mohamedou Kane, lui aussi, il dit que le conte permet d'édicter des leçons de morale. Le conte est un ciment qui permet de souder les individus dans une société. Le conte rappelle à l'enfant le respect qu'il doit aux ancêtres. Comme vous l'avez dans la littérature classique, le respect et l'imitation des anciens. Le conte rappelle à la femme ses devoirs conjugaux, donc ses devoirs envers sa famille. Le conte rappelle à l'adulte ses responsabilités dans sa famille, mais également ses responsabilités dans la société dans laquelle il vit. Donc voilà tout un ensemble de fonctions que jouent les éléments de la littérature orale. Vous prenez le proverbe, je dis souvent que le rôle que la citation joue dans un texte écrit, c'est le même rôle que le proverbe joue dans un texte oral, et cela se prolonge également dans le texte écrit. Donc c'est un élément d'assaisonnement qui permet d'agrémenter un discours, mais qui permet également de consolider une pensée à étayer. Ces fonctions peuvent être retrouvées dans les nouveaux contes d'Amadou Coumba, n'est-ce pas? Oui, et dans presque tous les contes, dans le recueil Les Nouveaux Contes d'Amadou Coumba. Exemple d'un conte dans les nouveaux contes. Prenez La Cuillère Sale, qui est le conte le plus célèbre, en tout cas
que les gens connaissent le plus, qui nous parle de la maltraitance de l'orpheline par la marâtre. Mais toujours est-il que dans la société comme dans toutes les littératures, on nous présente une pluralité d'images et dans ce conte, il y a deux exemples antithétiques. L'exemplaire positif et l'exemplaire négatif. L'exemplaire positif, dans le dénouement de l'action, devra être sanctionné positivement. L'exemplaire négatif, dans le dénouement de l'action, devra être sanctionné également négativement. Mais là, il y a le système de variabilité. Dans certaines sociétés, c'est le conte Kumba Amdei et Kumba Amundei. Et dans ce conte, avec le recueil, les nouveaux contes d'Amadou Kumba, c'est la fille Binta et Penda. Vous glissez un peu vers la Côte d'Ivoire. Les deux figures antithétiques n'y sont pas. Mais le nœud de l'action, c'est quoi? C'est l'orpheline et la marâtre avec le personnage de la petite Aïwa. Donc, dans tous les cas possibles, un exemplaire peut être donné. Si le temps le permettait aussi, on pouvait avoir d'autres exemples et d'autres exemples encore. Professeur, la société sénégalaise est une société d'oralité. Donc, la littérature orale est la bienvenue chez nous. Quels sont les textes fondateurs de la littérature orale au Sénégal? Il y a beaucoup de textes, peut-on dire. Toujours est-il que nous sommes un peuple d'oralité. On peut partir du volet oral, tendre maintenant vers le volet d'écriture. Sur le volet oral, on peut évoquer les textes écrits en Nadjami. Et l'Adjami, c'est quoi? C'est que ce sont des Sénégalais qui ont l'alphabétisation dans leur formation, qui utilisent les caractères de la langue arabe pour écrire des textes avec le Wolof. Et le cas le plus illustratif, on peut dire que c'est le cas Kharnoubi de Serigne Moussaka, qui est un texte assez célèbre, mais Serigne Moussaka a produit également beaucoup de textes. Je crois bien qu'il a produit un texte qu'on appelle le Wassiyatou Niswan, et qui est une forme de conseil aux femmes, au foyer, mais également aux jeunes en phase de perdition. On peut avoir également Salamul Muhattadin de Serigne Abbas Sall de Louga, qui est aussi une forme de poésie très célèbre écrite en Nadjami. Ça, c'est bien avant les chercheurs. Quand les chercheurs maintenant sont entrés dans la danse, ils ont utilisé la méthode de collecte, transcription, traduction pour produire des ouvrages que l'on considère comme étant des ouvrages fondamentaux dans la littérature sénégalaise. Vous avez un recueil de proverbes qu'on appelle Lébu Wolofi, qui est composé de 2750 proverbes écrits par Richard Schower, qui n'est pas sénégalais, mais qui s'intéresse quand même aux réalités sénégalaises. Vous avez Contes et mythes du Sénégal, de Liliane Kestelo et Bassirou Dieng. Vous avez Contes et mythes récemment de notre collègue de Dakar, Cheikh Saho. Vous avez Le vent de la Razia de Amadou Lamine Gaindé. Vous avez aussi Seul contre tous d'Abdou Abelsi. Tout cela, ce sont des ouvrages fondamentaux dans la littérature sénégalaise qui valsent entre le proverbe, le mythe, le conte, mais surtout l'épopée. Dans les textes fondateurs, on a une bibliographie très variée et très riche. Vous avez cité tout à l'heure le proverbe, le mythe. Parlons aussi d'un autre genre, la géographie. La plupart de vos recherches, professeurs, sont axées vers la géographie. Quel est le rôle de la géographie dans la littérature orale? Quel est le rôle de la géographie dans la littérature orale? Disons d'abord, qu'est-ce que la géographie? Et la géographie, c'est un pan de la littérature orale qui s'intéresse aux récits de saints, les saints de Dieu. Et le saint de Dieu est toujours présenté comme étant un personnage extraordinaire, mais un modèle de vie qui doit faire l'objet de références, un modèle parfait dans lequel on doit se mirer, un modèle à qui on doit emboîter le pas. Et là, je donne l'exemple du personnage de ma matière de recherche qui est Bagnès. Et il avait dit, si la meilleure des créatures, il fait allusion au prophète, paix et salut sur lui, si la meilleure des créatures marche, je marche derrière lui. Et s'il s'arrête, je m'arrête. Et loin de moi l'idée de faire un seul pas de plus après qu'il s'est arrêté. Il semble dire que la référence principale, c'est le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il ne faut rien rater de ce qu'il a fait
mais il ne faudra également rien rajouter à ce qu'il a fait. C'est ça, la géographie. Maintenant, la géographie peut être élargie vers ce qu'on appelle la biographie panégyrique. C'est le cas des poèmes sous forme de louange à un personnage ou à une personnalité, mais c'est aussi le cas de ce qu'on appelle l'oraison funèbre. Le cas le plus patent, c'est le cas panégyrique. Mais l'oraison funèbre également, qu'on désigne autrement sous la terminologie de marcia. C'est un poème que l'on proclame sous forme d'hommage ou d'honneur posthume à une personne très chère qui n'est plus là. Ce n'est pas la particularité de la littérature orale, mais c'est un axe très développé dans la littérature orale. Dans la littérature écrite, avec la poésie sénégalaise, on peut citer le cas de Senghor avec ses élégies. Élégie majeure, élégie de Carthage, élégie de Philippe Maguilène Senghor, élégie. Donc, quand on vient à la littérature orale, les martias, c'est comme les élégies. Et vous avez toujours quelqu'un qui a perdu une personne très chère et qui fait une forme de complainte. Mais ce genre de la littérature orale est largement développé dans le domaine de la géographie, mais ce n'est pas une particularité de la géographie. Si je prends le cas de la géographie, avec les textes de Baye Niasse sur lesquels j'ai travaillé, on peut entendre le poète qui dit « Woy ñun fu ñu jëlee ci Baye », woy ñun c'est un cri de cœur. Demam ga jar na ñopp jooy, woy ñun fu ñu jëlee ci Baye boo xam ne bu waxee arab yi yëpp daanu leer te naan est-ce que bilee arabe. Woy ñun fu ñuy jëlee ci Baye boo xamante ne ni ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est un ensemble de cris, c'est ça qu'on appelle le martia. Mais dans la littérature profane, il y a un grand monsieur qui est vers les villages de Crozma-Josmon et qui a fait un beau texte comme forme de complainte avec chant funèbre, c'est Fatou Gaye. Donc, deewu Fatou gi ku mu neexul ngay xalit wala àndandoor bàyyi naa la bu ma dee bu si ñëw. Là aussi, c'est tout un tas de complètes. On n'est pas dans la littérature religieuse. Tu veux dire en français? Donc, si toute personne qui n'est pas affectée par la mort de Fatou, que tu sois un proche, que tu sois un frère, laisse-moi, autrement dit, mets une croix sur moi parce que moi, j'ai mis une croix sur toi. Donc, l'oraison funèbre est un peu, comme vous l'avez dit, proche de la poésie élégiaque. Vous avez donné l'exemple de Senghor. Il y a aussi Victor Hugo dans Demain de l'aube, mais aussi dans ses poèmes respectifs, à 3 ans après, à Villequier, où il est parti même jusqu'à blasphémer. Quand il dit, si Dieu m'aimait, il allait me laisser ma fille, parce que c'est un bonheur, un plaisir de la voir à mes côtés. Mais dans Villequier, Victor Hugo revient pour faire un repentir. Quand il dit, vous êtes le bon, vous êtes le généreux, vous seul savez ce que vous faites. Donc, finalement, toutes les caractéristiques de la littérature orale, de la littérature écrite, peuvent se retrouver dans la littérature orale, mais d'une autre manière, n'est-ce pas? On peut même dire que ça se retrouve à la littérature orale avant de se retrouver au sein de la littérature écrite. Je le dis souvent en taquinant, la littérature écrite, c'est un bébé qu'on nourrit avec le pis des mamelles de la littérature orale. Merci, professeur. Pour une dernière question, la littérature orale est-elle aujourd'hui menacée? Quels sont les dangers qui la guettent? Et quelles sont les initiatives pour la préserver? Est-ce qu'il y a des dangers qui guettent la littérature orale? On peut dire oui. J'ai dit tout à l'heure que dans la phase de collecte, on se rend toujours auprès des mémoires institutionnalisées, des stocks de savoir à transmettre. La menace à partir de là, c'est que nous sommes presque face à des générations finissantes. Dans bon nombre de villages, si vous demandez qui était le mieux placé pour dire des proverbes, on vous dira qu'il est parti. Qui était le meilleur conteur, on vous dira qu'il est parti, ou bien il est là encore, mais il est presque tellement vieux qu'il ne peut rien dire. Et c'est la réalité dans tous les coins, dans toutes les contrées du Sénégal, on peut même dire du monde rural. Or, la principale source de production de la littérature orale, c'est le domaine rural.
Autrement dit, c'est le monde paysan. Et on tend vers une extinction de toutes ces générations qui pourraient avoir des récits à transmettre pour les générations futures. Le problème, c'est quoi? Il faudrait maintenant procéder à ce qu'on appelle une phase de sauvegarde et de conservation. C'est que les chercheurs aillent vers ces localités reculées avec les rescapés qui y sont pour le moment, emmagasiner le plus de textes oraux, essayer de les transcrire, de les traduire pour les préserver de l'oubli, même à défaut de pouvoir les transcrire, les traduire immédiatement, les conserver avec les nouveaux moyens de la technologie. Il y a plusieurs façons de conserver les sons que nous n'avions pas et les menaces du temps passé ne sont plus les menaces actuelles. Et bien sûr, conserver ces récits, c'est conserver l'histoire et les traditions de l'Afrique. Évidemment. Parce que, comme disait Amadou Hampâté-Bâ, l'écriture, ce n'est rien d'autre qu'une parole qu'on couche sur du papier. Les paroles sont là. Comment les conserver? C'est de les coucher sur papier, mais également c'est de les enfermer dans des boîtes qui coulent avec les réalités de la modernité. Et effectivement, Amadou Hampâté-Bâ résume votre inquiétude quand il dit qu'en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brille. Un dernier mot, professeur, pour la jeunesse qui veut découvrir, qui veut étudier, mais qui veut transmettre la littérature orale. Je les exhorte, je les encourage à emboîter le pas aux chercheurs qui étaient là, qui avaient consacré toute leur vie à la littérature orale et qui aujourd'hui même n'existant plus sont encore là. Pourquoi? Parce que c'est un moyen qui permet à l'homme de s'immortaliser. C'est un moyen qui nous permet d'immortaliser notre patrimoine. C'est un moyen également qui nous permet toujours de garder le cordon ombilical qui nous lie à notre passé, qui nous lie à nos origines, mais qui nous lie également à notre histoire. C'est l'homme qui a peur, mais sinon il n'y a rien. Comme dit-on, les gens ont peur de la littérature orale, mais la littérature orale quand même est un domaine très, 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 très passionnant. Et il suffit de goûter pour avoir vraiment l'envie de continuer davantage et jusqu'à arriver à ce qu'on appelle le lit. Donc voilà le conseil que je donne à la jeunesse. D'être oublié, c'est un moyen qui nous permet, comme on dit, faire renaître le phénix de ses cendres. Donc voilà ce que j'avais comme dernier mot. Je vous remercie également d'avoir pris cette initiative et je vous souhaite le meilleur possible pour que cela aille de l'avant, pour que cela connaisse également une réussite auquel vous ne vous attendiez pas. Je vous remercie. Nous vous remercions, professeur, d'avoir accepté cette invitation. C'est la fin de cette émission et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Inch'Allah.